Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Amani TV et partenaires pour cette nouvelle édition de votre émission spéciale panafricanisme. Je suis Hamza Boukari Yabara, historien, auteur de l'ouvrage Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Au cours du mois de juillet, nous nous sommes intéressés au rôle que les femmes ont joué dans ce vaste mouvement de libération des peuples d'Afrique et de la diaspora qui est né à la fin du XVIIIe siècle et qui se poursuit jusqu'à nos jours. Nous avons vu celles qui ont résisté et combattu l'esclavage, celles qui ont également rejoint des mouvements politiques et culturels au moment des indépendances, et d'autres qui se sont illustrées dans des guerres et des mouvements de libération. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée liée donc aux femmes engagées dans les mouvements de libération et les guerres d'indépendance. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à 3 ou 4 territoires et espaces qui ont été marqués par des résistances dans lesquelles les femmes ont joué un rôle très important. Ce sera notamment le cas de l'Algérie, également du Cameroun, et également un mot sur Madagascar. Ces 3 territoires-là, l'Algérie, le Cameroun et Madagascar, sont très importants puisque dans la période qui correspond au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils vont tous les 3 subir des répressions féroces de la part du système colonial. La première de ces répressions vient donc d'Algérie, lorsque le 8 mai 1945, au moment où les Alliés célèbrent la victoire contre le nazisme, eh bien, il y a toute une répression qui est menée par les forces coloniales et les milices locales françaises contre des nationalistes algériens qui, eux, manifestent pour davantage justement d'autonomie et déjà une indépendance. Nous sommes ici dans des contextes de guérilla, dans des contextes qui sont fondés donc sur l'importance du maquis, et c'est justement dans cette logique de guérilla et d'importance du maquis que les femmes vont être mobilisées pour assurer la logistique, pour remplacer les hommes emprisonnés et pour participer à la résistance passive et active. Donc de la même manière que parlant du Cameroun ou de Madagascar, nous avons des maquisards, eh bien nous avons aussi dans le contexte de la guerre d'Algérie des maquisardes, c'est-à-dire des femmes qui vont cacher des hommes qui sont recherchés par les autorités coloniales, qui vont également cacher des armes et qui vont montrer que ce qu'on appelle les femmes au foyer peuvent être de parfaites résistantes vis-à-vis de l'ordre colonial ou néocolonial. Ces femmes prennent différents noms, ce sont notamment les fidayat, donc ce sont celles qui, elles, réalisent des actes notamment d'attaque, qui vont notamment réaliser des poses de bombes ou des transports d'armes pour le compte du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, et également les moudjahidat, c'est-à-dire les combattantes, celles qui sont beaucoup plus engagées dans la structure de résistance militaire du mouvement nationaliste et indépendantiste algérien et qui vont s'exposer en première ligne. Alors quelques-unes de ces combattantes sont connues, sont entrées dans l'histoire. On peut notamment citer le cas de Djamila Bouhired qui a recruté un certain nombre de combattantes et qui a organisé donc plusieurs attentats anticolonialistes à l'époque et qui va être arrêtée, condamnée à mort et défendue par son ami, l'avocat Jacques Vergès. Donc le cas de Djamila Bouhired est un cas qui a été particulièrement médiatisé. On pourrait également citer des figures comme Zora Drif ou comme Baya Hossein, qui ont également joué un rôle important dans le contexte de la guerre d'Algérie. Un autre cas emblématique de cette guerre d'Algérie, du point de vue des figures féminines, est celle de Djamila Boupacha, qui est également arrêtée et torturée par l'armée française pour obtenir des aveux. Alors, il faut bien vous imaginer que les tortures et les violences sur les femmes arrêtées dans le contexte des guerres de libération étaient souvent des violences physiques et sexuelles. Et donc, Djamila Boupacha va être défendue par une jeune avocate qui deviendra ensuite particulièrement célèbre dans la cause
de l'émancipation des femmes, Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi, dans le contexte du procès de Djamila Boupacha, va poser pour la première fois la question du viol comme arme de guerre, comme acte visant spécifiquement les femmes dans le contexte des guerres et des guérillas. Et donc elle va poser aussi cette question de toutes les violences physiques et sexuelles et de l'impunité des tortionnaires. Et donc c'est très intéressant de voir que le positionnement des femmes et la jurisprudence qu'elles vont créer dès cette époque-là va avoir évidemment des conséquences. Il va ouvrir une longue lignée de combat contre l'impunité et contre les violences faites aux femmes, dont l'une des actualités est par exemple les nombreux viols commis sur les femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Donc comment on politise et comment on judiciarise les sévices subis par les femmes dans le cadre des mouvements de résistance et de libération, et comment on en fait donc des éléments de jurisprudence. C'est une problématique, celle du viol, celle de la torture, qui va être notamment étudiée par Frantz Fanon pour montrer comment justement les violences faites aux femmes dans le contexte des guerres coloniales visent aussi à briser la résistance des hommes. Et c'est donc bien souvent en passant par les femmes que l'on essaye effectivement donc de tuer la résistance d'un peuple, qu'on essaie de soumettre les hommes et qu'on essaie finalement de pratiquer des féminicides qui ont pour vocation de tuer la capacité d'un peuple à se tenir debout, puisque c'est à travers l'élément féminin que nos peuples, que nos nations se construisent, se reconstruisent et se régénèrent. Donc cette problématique-là se retrouve dans toutes les guerres coloniales. Elle se retrouve également au Cameroun, où là le cas est un peu différent de celui de l'Algérie, puisque l'Algérie était un département français qui a donc mené une guerre d'indépendance vis-à-vis de la France, quasiment une guerre de sécession, une guerre fratricide, alors que dans le cas du Cameroun, nous sommes dans un territoire qui a été colonisé à la fin du 19e siècle par les Allemands, que les Allemands ont perdu au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui va être administré conjointement par les Français et les Britanniques dans le cadre de mandats de la Société des Nations puis de tutelle des Nations Unies. Alors les femmes camerounaises sont mobilisées durant les deux guerres mondiales, sous la période coloniale. On les intègre dans des forces de répression coloniale à la même manière que les hommes, et elles subissent évidemment une situation particulièrement difficile en termes de sévices, de frustration et de vexation. Elles subissent également une politique patriarcale qui est le propre du régime colonial, tant et si bien qu'après 1945, les Camerounaises vont commencer à s'organiser politiquement. En 1946, Laurence Eteki Maladi va fonder l'Association des femmes camerounaises, la SOFECAM. Laurence Eteki Maladi est une sage-femme qui a ouvert la première clinique privée donc du Cameroun et qui va militer pour le droit de vote des femmes, pour une certaine émancipation socio-professionnelle des femmes, qui va mettre aussi en avant des questions de justice sociale, des questions de congé de maternité, des questions d'égalité entre les femmes africaines et les femmes françaises, les femmes des colons qui étaient installées à cette époque-là au Cameroun, qui va aussi poser des questions de régime d'assurance maladie, donc des questions vraiment progressistes et sociales qui vont être aussi reprises et développées par une autre organisation qui, elle, est un peu plus politisée à cette époque-là, qui sera l'Union des femmes du Cameroun, créée notamment par Juliette Niat, donc une enseignante, et qui va donc renforcer les objectifs politiques du mouvement féministe camerounais en parallèle aux efforts des hommes réunis au sein de l'Union des populations du Cameroun. Donc les militantes de l'UFC vont également accompagner et déposer des projets de pétition aux Nations Unies tendant à la question de la réunification et de l'indépendance du Cameroun dans le sillon de ce que réclamait l'UPC. Et dans ce mouvement de l'Union des femmes du Cameroun, il va y avoir également des scissions, des branches, des courants plus nationalistes que d'autres. Et ces courants plus nationalistes que d'autres vont être notamment incarnés par des femmes de dirigeants politiques de l'UPC. Marie-Irène Ngapet-Biyong et aussi Marthe Wandier vont être notamment des cadres exclus de l'UFC et vont rejoindre
une autre organisation, également créée au début des années 50, l'Union démocratique des femmes camerounaises, l'UDFEC. Et dans cette organisation, l'UDFEC, eh bien, va se développer une véritable branche féminine de l'UPC qui, comme l'UPC interdite en 1955, va être poussée à l'exil ou maquis durant toute la période de la guerre marquée par de féroces répressions. Alors, ce qu'il faut retenir, aussi bien du cas de l'Algérie que du cas du Cameroun, c'est qu'il y a eu dans cette période des années 50-60 la naissance d'un véritable mouvement nationaliste, indépendantiste, dans lequel les femmes avaient toute leur place et ont joué des rôles ont gardé des images de martyrs, ont également été des figures fondatrices et ont permis le maintien d'une forme de militantisme féminin subversif envers l'ordre néocolonial avec une dimension à la fois panafricaine et transnationale. On a également des résistances qui partaient, je dirais, du terrain, qui partaient aussi de l'enracinement des femmes dans leur société et du fait que les mouvements de résistance des femmes étaient souvent les plus proches des réalités quotidiennes des populations. Par exemple, dans le cas du Cameroun, entre 1958 et 1961, il y a ce qu'on appelle la rébellion des femmes de Com et de Kedjom, qui vont se mobiliser dans le nord-ouest britannique dans un vaste mouvement connu sous le nom de Onloo. Donc Onloo est une mobilisation de plusieurs milliers de femmes qui, avec des cris et des chants injurieux, vont mener des marches pour faire pression sur l'administration coloniale britannique qui, à l'époque, détruisait les pratiques agricoles traditionnelles. Donc le lien entre la femme et la terre, ce lien également entre la mère nourricière et la mère protectrice, fait partie à la fois des symboles, des imaginaires, des stéréotypes qui sont quelque part redéfinis dans le cadre de ces différents mouvements de libération. Et donc dans le cas des femmes de Com et de Kedjom, le mouvement sera dirigé par Fouam et Moana, deux femmes qui vont prendre le titre de reine et d'officier, et ce mouvement sera progressivement réprimé, endigué au début des années 60 lorsque les hommes prendront le pouvoir au niveau du Cameroun comme dans la plupart des pays africains. De ce point de vue-là, le cas de Madagascar est aussi assez intéressant. Pourquoi ? Parce que tout au long du 19e siècle, Madagascar a connu une succession de reines au pouvoir. La dernière étant Ranavalon III, déposée en 1896, déportée et morte en captivité. Donc, dans le cas de Madagascar, nous avons aussi donc une répression coloniale féroce menée par le général Gallieni, qui invoque donc la politique des races, de diviser pour mieux régner, donc de pousser les ethnies les unes contre les autres, ceux des hauts plateaux contre ceux des côtes. Et cette répression coloniale va également enlever les femmes de l'espace et du paysage politique. Néanmoins, en 1947, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Madagascar connaît une grande insurrection, la révolte des Saguets. Le 29 mars 1947, une grande insurrection populaire éclate dans l'île, elle se propage dans toute l'île et elle va subir une répression féroce de la part des autorités coloniales. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de morts qui vont être faits, et ainsi que des milliers de prisonniers. Et parmi ces prisonniers figurent les députés malgaches qui siégeaient à l'Assemblée nationale française. Ces députés voient leur immunité levée et ils vont faire l'objet de procès politiques au terme desquels ils seront condamnés à la peine de mort ou à la perpétuité assortie de travaux forcés. Alors, dans ce contexte, une jeune femme qui avait à l'époque à peine 17 ans et qui s'appelait Gisèle Rabessaala va être recrutée pour retranscrire les discours des dirigeants du mouvement démocratique de la rénovation malgache, de MDRM, donc ce mouvement qui à l'époque effectivement reçoit les aspirations populaires pour l'indépendance. Elle est recrutée pour retranscrire les discours des dirigeants qui donc vont être
incarcérée par l'État français. Et donc Gisèle Rabessala va logiquement, naturellement, devenir la secrétaire du collectif d'avocats mis en place pour défendre les dirigeants du MDRM. C'est dans ce contexte-là qu'elle va aussi fonder un comité de solidarité de Madagascar pour internationaliser la question malgache, pour mobiliser l'opinion publique africaine, panafricaine et internationale sur le sort de Madagascar et des députés malgaches. Et également, au milieu des années 50, elle va créer un journal de tendance marxiste qui va lui permettre aussi de poser les revendications économiques et sociales de la population et de fonder en 1956 l'Union du peuple malgache. Elle sera d'ailleurs la première femme élue conseillère municipale de la capitale Tananarive cette même année-là. Gisèle Rabessala aura ensuite une longue carrière politique. Elle sera notamment ministre de la Culture et députée dans les années 70-80 jusqu'à son décès en 2011 et sera très impliquée dans la vie politique malgache. Elle aura notamment soutenu la plupart des mouvements de libération d'Afrique australe et d'Afrique lusophone dont nous avions évoqué quelques-unes des figures lors de la précédente émission de spécial panafricanisme. Donc l'Algérie, le Cameroun, Madagascar, ce sont donc trois territoires de résistance anticoloniale, trois territoires de projets nationalistes dans lesquels les femmes ont été, je dirais, au centre des résistances. On ne peut pas refermer ce tour d'horizon sur les femmes et les mouvements engagés dans la libération de l'Afrique sans passer brièvement par la Caraïbe. Alors évidemment, cette émission ne saurait tirer à l'exhaustivité. Il faudrait des heures et des heures pour évoquer toutes les femmes qui ont joué un rôle dans la Caraïbe, que ce soit la reine Nani, que ce soit Mulatresse Solitude, que ce soit Aqualtoum. Néanmoins, sur cette période des années 50, 60, il y a, je pense, deux figures à citer qui sont donc toutes deux originaires de la même île, la Guadeloupe. Donc la première, c'est l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, qui va notamment passer les années 60 entre Abidjan, Conakry, Accra et Dakar, et qui va traduire dans son autobiographie et dans ses ouvrages les difficultés et les contradictions des indépendances africaines à cette époque-là. Maryse Condé aura ensuite un engagement militant très important, également un engagement intellectuel qui fait d'elle une référence des questions noires et aussi quelque part panafricaines. Nous pouvons également parler de l'engagement de la première femme avocate guadeloupéenne, Gertie Archimède, dans un contexte où, comme vous l'avez vu, qu'il s'agisse de l'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, il est aussi important d'avoir des juristes, des femmes juristes qui s'engagent et qui défendent justement les mouvements de libération. Et donc dans le cas de Gertie Archimède, tout en étant une membre fondatrice de l'Union des femmes guadeloupéennes, elle va défendre un certain nombre de causes et un certain nombre de militants nationalistes et indépendantistes, à la fois caribéens, mais également africains. Un mot enfin sur les femmes cubaines qui ont joué un rôle très important, notamment dans la guerre civile angolaise qui a suivi l'indépendance de l'Angola en 1975. Un rôle très important puisque c'est au sein notamment d'un escadron formé par les Cubaines, l'escadron Cani, que la mère de la révolution angolaise, Deolinda Rodriguez de Almeida, se forme au début des années 1960. Cofondatrice de l'Organisation des femmes angolaises, proche d'Agostinho Neto, Deolinda circule à cette époque entre plusieurs espaces, entre l'Angola, le Brésil, la Guinée-Bissau, l'enclave de Cabinda et les deux Congos. Elle circule et elle mène la lutte pour le compte de la branche féminine du mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA. Et elle est finalement arrêtée par un groupe collaborationniste, arrêtée avec 4 autres militantes, Angracia dos Santos, Irene Cohen, Lucrecia Paim et Teresa Alfonso. Des femmes arrêtées sont torturées
et finissent par être exécutées, notamment dans le cadre d'un écartèlement en 1968, alors qu'elles avaient pour la plupart une trentaine d'années, voire moins dans le cas de Deolinda Rodrigues de Almeida, qui demeure vraiment la mère de la révolution angolaise. 7 ans après cet assassinat, le 4 novembre 1975, à l'appel d'Agostinho Neto, Fidel Castro lance l'opération Carlota. C'est une opération qui a pour objectif d'envoyer des dizaines de milliers de soldats et des centaines de chars, d'avions et de pièces d'artillerie pour soutenir l'effort de guerre du MPLA qui est engagé dans une guerre pour le contrôle du territoire face aux forces réactionnaires et conservatrices soutenues par l'Afrique du Sud et par les États-Unis. Cette opération, qui est l'une des plus grandes de l'histoire militaire de l'Afrique, porte le nom de Carlota. Carlota était une Africaine déportée à Cuba et qui, en 1843, a organisé une insurrection dans la province de Matanzas. Pieds nus, vêtue d'une simple robe, armée d'un couteau tranchant, elle a mené une grande rébellion qui a fait trembler le système esclavagiste, en libérant plusieurs des siens et en obligeant les États-Unis à envoyer un navire de guerre à Cuba. Carlota sera finalement arrêtée et exécutée, également par écartèlement, et elle demeure jusqu'à aujourd'hui un symbole de résistance, d'héroïsme et de sacrifice de toutes les femmes africaines en faveur de la libération de l'Afrique. C'est donc sur le nom de Carlota que se termine cette séquence consacrée aux femmes engagées pour la libération de l'Afrique et pour la construction de son unité. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Amani TV et partenaires pour une prochaine émission de spécial panafricanisme. Bonne soirée.